Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur notre chaîne Regard philosophique, dont le thème est, dans le cadre de cette vidéo, numérique et société, c'est-à-dire l'impact du numérique sur notre société. Cette vidéo, la première d'une série de 4 vidéos, va se concentrer sur la question qu'est-ce que ça change? Mais avant cela, comme nous en avons l'habitude, je vous propose notre petite vidéo de générique. Regard philosophique est une chaîne YouTube et une communauté Patreon qui porte un regard philosophique sur les grandes questions que sont la liberté, l'amour, l'art ou encore la culture, mais aussi sur des sujets de société comme la religion, la politique ou le travail, et également sur des sujets d'actualité comme le numérique, le wokisme ou l'écologie. Si vous aussi, vous souhaitez porter votre regard sur ces sujets et d'autres encore, eh bien, rejoignez-nous. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pour répondre à la question « Qu'est-ce que ça change ?», dans cette vidéo, nous prendrons 3 angles, 3 points de vue, que sont les grands moments du numérique. Je vous expliquerai qu'ils sont, de mon point de vue, au nombre de 2, un moment de représentation et un moment de rationalisation. Nous verrons ensuite dans quelle mesure le numérique impacte notre rapport à l'espace et au temps, ce qui a pour conséquence d'ailleurs d'impacter notre façon de connaître le monde, on va voir ça. Et puis enfin, la troisième dimension à laquelle nous nous intéresserons dans cette vidéo, c'est l'aspect performatif du numérique, performatif qui, je le répète, est la capacité à créer du réel. Premier des 2 grands moments, la représentation du monde. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, je précise qu'il faut insister, si j'ose dire, sur le fait que représentation consiste à présenter un nouveau frais. C'est faire une nouvelle présentation. D'ailleurs, dans le monde du théâtre, on parle de représentation. Telle pièce a fait 100 représentations ou 200 représentations. Ça veut dire qu'à chaque fois, on présente à nouveau. Et c'est un aspect très important. Pourquoi ? Parce que plus ça va, plus le numérique s'interpose, s'intercale entre nous et le monde. Il devient le principal médiateur entre nous et nos sens. Alors que je rappelle tout de même que pour nous, humains, la seule façon que nous avons de connaître le monde, c'est à travers nos sens. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et que le numérique s'interpose entre nos sens et le monde. En effet, quand je regarde une photo de fleur sur un écran, eh bien, la fleur que je vois est une représentation de la véritable fleur qui se trouve dans la nature et que donc l'écran se trouve intercalé entre le monde réel et moi-même. C'est la numérisation de toutes nos représentations du monde. C'est très important, sous la forme de texte, d'images, de sons et de vidéos. Et ça a beaucoup d'impact. Je m'explique. La technologie, par nature, n'est ni positive ni négative, n'a aucune intention morale. La technologie, par contre, a des possibilités et des limites. Pour vous faire comprendre ça, je vous propose une petite expérience de pensée très simple. Imaginez que vous viviez dans une maison et que vous ne soyez jamais sorti de cette maison, que vous n'avez jamais été dans la nature. Par contre, vous disposez de tous les outils numériques dernier cri,
des écrans à la qualité absolument remarquable, une liaison Internet défiant toute concurrence, enfin, les outils parfaits. Grâce à ces outils, vous avez une sorte de fenêtre sur le monde, vous voyez le monde. Supposons que vous vous intéressez aux fleurs. Vous devenez un grand spécialiste des roses. Pourquoi pas? Vous connaissez les différentes familles, vous connaissez les différentes caractéristiques, vous avez vu des milliers de roses sur votre écran. Vous serez donc un expert des roses. Cependant, il y a une chose que vous connaîtrez jamais des roses à travers vos écrans. Je pense que vous l'avez compris. Ce dont je parle, c'est le parfum. Ce que je veux dire, mon petit exemple, c'est que si vous n'avez jamais été dans la nature pour de vrai, comme disent les jeunes, eh bien, que vous ne connaissez la nature qu'à travers vos écrans, eh bien, pour vous, les roses n'ont pas de parfum. D'accord? Pas parce que la technologie a décidé de vous frustrer, mais tout simplement parce que la technologie, dans l'état de l'art du moment, ne sait pas traduire les parfums. Vous voyez bien que le fait d'avoir le nez dans nos écrans à longueur de journée, eh bien, fait que nous avons une vision du monde qui est de plus en plus légèrement, mais modifiée par rapport au monde réel. Toujours de mon point de vue, la rationalisation du monde est le deuxième grand moment. C'est un mouvement qui consiste à tout mesurer, tout simplement, qui mesure le monde, les hommes, les choses. C'est les compteurs Linky, c'est tout ce qui va compter vos transactions, d'ailleurs, c'est ce qui correspond à certaines applications que beaucoup de gens ont sur leur portable, hein, sur leur téléphone portable, hein, et que l'on range dans une grande famille, hein, qui est la famille qu'on appelle en anglais self-quantify. Je traduis, hein, qui signifie auto-quantification. Et comme vous le savez, hein, ces applications, eh bien, vont mesurer le nombre de pas que vous faites, le nombre de marches d'escalier que vous avez montées, le temps que vous avez passé assis dans votre fauteuil, ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Et elles vous feront des recommandations de bouger un peu plus, de marcher plus vite, enfin je ne sais trop quoi, qui est bien une application de rationalisation de votre exercice. C'est bien notre phrase, la rationalisation qui mesure le monde et les hommes en vue d'un fonctionnement optimum du physique comme du biologique. Par contre, il y a toute une rationalisation qui est la rationalisation économique, qui fera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo, où nous verrons comment nous sommes passés d'un capitalisme industriel et financier à un capitalisme fondé sur les données, et qui, lui, est parti sur un extraordinaire mouvement de rationalisation. Deuxième point de vue pour répondre à la question « Qu'est-ce que ça change ?» L'espace et le temps. En effet, nous, humains, nous ne pouvons connaître le monde qu'à deux conditions. Être dans le même endroit, dans le même lieu, au même moment. Ainsi, comme vous pouvez le voir, la dame sur la photo peut connaître la table qui se tient devant elle, parce que la table et elle-même sont dans la même pièce au même moment. Et donc, à ce moment-là, cette dame, à travers ses sens, elle voit la table, elle peut toucher la table, et ses sens peuvent donc la renseigner, lui dire que l'objet qui se trouve devant elle
est une table. Je ne rentre pas dans les détails du mécanisme qui est très largement développé par Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure et qui nous dit que pour connaître le monde, nous devons partager la dimension physique, géographique si j'ose dire, ainsi que la dimension temporelle de l'objet que nous voulons connaître. Vous voyez très bien que ça nous ramène déjà à ce que nous avons dit il y a quelques minutes, que nous ne pouvons connaître la table avec nos sens directement que parce que nous sommes au même endroit en même temps qu'elle. Si je vois la table à travers un écran, vous voyez très bien que ça n'est pas la même chose. Je ne partage plus ni le lieu, ni l'espace. Première dimension sur laquelle le numérique a un espace majeur, l'espace. Et oui, si vous regardez, si vous lisez le petit exemple que je présente à l'écran, qui est l'exemple d'un mail, eh bien, que vous l'envoyez à votre collègue de bureau qui se trouve dans la pièce à côté ou à votre client qui se trouve à Pékin, à quelques millisecondes près, ils recevront le mail en même temps. D'où ma phrase, la distance ne fait rien à l'affaire. On peut envoyer un mail absolument n'importe où sur la planète, et d'ailleurs, la plupart des serveurs web auxquels vous accédez, vous n'avez pas la moindre idée, et vous ne vous posez même pas la question de savoir où ils se trouvent. Deuxième dimension impactée par le numérique, le temps. Je l'ai d'ailleurs implicitement évoqué dans mon exemple du mail, puisque je vous ai dit que la personne dans le bureau d'à côté et votre client à Pékin recevaient le même mail en même temps à quelques millisecondes près. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous prenons un petit peu une perspective historique sur la vitesse à laquelle l'information a pu circuler. Dans l'ancien temps, l'information circulait avec les voyageurs en caravane. Ça mettait des mois et des mois. Les technologies se sont améliorées avec la navigation, les bateaux, les trains, les avions, et puis plus récemment le téléphone, la télévision. Qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'avec ces technologies, eh bien, l'information a circulé de plus en plus vite. Et le numérique est un petit peu la dernière étape, pour le moment, en tout état de cause, l'étape un petit peu ultime, où la capacité que l'on a de faire circuler l'information dans des temps qui se mesurent en millisecondes ou en secondes au maximum. En résumé, en effaçant l'espace et en contractant le temps, le numérique modifie notre rapport au monde. Notamment, nous avons le sentiment, comme l'illustre très très bien d'ailleurs la formule sur le tableau à droite de votre écran, le monde au bout des doigts. C'est-à-dire que nous finissons par acquérir la conviction que tout doit être disponible dans l'instant, où qu'il se trouve. Nous perdons l'habitude d'attendre. Nous exigeons l'instantanéité du monde. Troisième et dernière dimension, pour répondre à la question qu'est-ce que ça change? La performativité du numérique. Alors, je rappelle la définition de John Austin, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran. Performatif se définit de la façon suivante, qu'en dire, c'est faire. Ce que j'illustre d'ailleurs avec le petit dessin humoristique sur la gauche de l'écran, où, je rappelle ce que j'ai déjà dit d'ailleurs lors de l'introduction,
nombre d'entre nous, nous sommes trouvés un jour face à un maire, en compagnie de la femme ou de l'homme que nous souhaitions épouser, et le maire a prononcé cette phrase, je vous déclare mari et femme, qui est une pure phrase performative. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le fait qu'ils disent je vous déclare mari et femme, cela fait exister un foyer, une famille, qui n'existait pas avant que cette phrase soit prononcée. Nous avons donc un magnifique exemple de phrase performative. Maintenant que nous avons à peu près bien compris ce que signifiait la performativité, appliquée au numérique, c'est très intéressant. En effet, à travers ces interfaces, à travers les réseaux sociaux, à travers tout un tas de choses, le numérique nous donne des choses à voir et des choses à faire. Alors évidemment, il ne nous donne pas des ordres, ok, mais il le fait sur le mode de la suggestion, en nous disant pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. Hein. C'est typiquement la phrase qui est utilisée d'ailleurs abusivement, si j'ose dire, par Amazon, qui vous dit, eh bien, ceux qui, comme vous, ont acheté ceci, ont aussi acheté cela, vous suggérant bien évidemment d'acheter cela également. Donc, des choses à voir, des choses à faire, c'est-à-dire que ce faisant, le numérique a une dimension performative, puisque si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, nous fabriquons du réel. Ainsi donc, les notifications, les suggestions, les emojis, hein, toutes ces choses-là sont très très largement utilisées par le numérique et plus particulièrement par les réseaux sociaux numériques pour nous pousser à réagir de façon émotionnelle et prévisible. En fait, nous nous comportons souvent un petit peu comme des bancs de poissons, c'est-à-dire où nous faisons tous la même chose, parce que c'est quelque chose qui fait le buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux, et partant de là, ça crée du réel. Deuxième aspect majeur de la performativité des réseaux sociaux, ça a été très bien analysé par le philosophe italien Maurizio Ferrari, dans un livre dont le titre est remarquable. Le livre qu'il a publié pour souligner et analyser cette dimension a pour titre Théo. Point d'interrogation. Très intéressant. C'est très intéressant parce que ça montre que le téléphone portable a complètement changé notre rapport aux autres. En effet, lorsque nous téléphonions à quelqu'un à l'époque du téléphone fixe, lorsque la personne décrochait, nous ne lui demandions pas où est-ce qu'elle est, puisque nous savions où elle est. Et pour cause, nous savions qu'elle est chez elle, autrement elle n'aurait pas pu répondre au téléphone, puisque c'était un téléphone fixe. D'accord? Et nous disions, est-ce que je peux parler à Porte, Pierre ou Jacques? Le smartphone a complètement changé. C'est-à-dire que lorsque je téléphone à quelqu'un qui a un smartphone, ben, je ne sais pas où il est. Et très souvent, la première question qu'on va lui poser, c'est justement celle-là. T'es où? Dis-moi où est-ce que tu es. D'accord? Donc vous voyez très bien que la technologie a changé le rapport avec les autres. Le deuxième aspect que Maurizio Ferrari a beaucoup analysé dans son ouvrage, hein, sur les traces de Deleuze d'ailleurs, hein, où il nous dit que le smartphone est une machine à écrire, hein, c'est surprenant, hein, une machine à écrire des objets sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'un objet social? L'objet social que nous écrivons tous à des millions d'exemplaires tous les jours, c'est le selfie. On se prend en photo à tel endroit, on se prend en photo en compagnie de telle personne.
ce sont des objets sociaux, c'est-à-dire que ce sont des objets qui témoignent que j'y étais ou que j'étais avec cette telle personne. Les hommes politiques utilisent ça de manière professionnelle littéralement, où ils se font prendre en selfie avec tout un tas de gens. Et vous avez la personne qui après est toute fière, toute contente. Ah, tiens, voilà, je me suis pris en photo avec tel ou tel homme politique. Mais les objets sociaux sont aussi plus larges que ça. C'est un billet de train. Un billet de train est quelque chose qui va témoigner que je me suis acquitté du prix pour tel voyage en train. C'est une photo de mariage. Alors les photos, c'est quantité. Mais ce que nous dit Maurizio Ferrari, c'est que les objets sociaux ont pour fonction première de témoigner et qu'à ce titre, le smartphone est une extraordinaire machine à écrire des objets sociaux. Je pense qu'on l'aura tous compris. Bien, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère avoir réussi à vous donner matière à réflexion. Et avant de présenter l'agenda de la prochaine vidéo de la série, comme nous en avons l'habitude, notre petite vidéo de fin. J'espère vous avoir donné envie de rester avec nous. Aussi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. De plus, si vous avez aimé, merci de poster un petit like et pourquoi pas vous abonner. Comme je l'ai dit lorsque j'ai parlé des grands moments du numérique, il est absolument nécessaire de faire un zoom, un focus sur la rationalisation du monde du point de vue économique et social. Et pour en parler, je rappelle rapidement ce que j'ai pu présenter lors de la vidéo d'introduction. Le premier point dont nous allons parler, c'est cette évolution du capitalisme industriel vers le capitalisme cognitif. Je rappelle que lorsque je dis industriel ou cognitif, je m'intéresse à ce qui est le principal carburant du capitalisme. Le capitalisme industriel, son carburant, c'était l'investissement industriel. Aujourd'hui, nous sommes encore assez largement dans un capitalisme qu'on appelle le capitalisme financier, et son carburant, c'est la finance. Et nous entrons donc avec le numérique dans une troisième forme de capitalisme dont le carburant, c'est la data, c'est les données, d'où son nom de capitalisme cognitif. Deuxième point que nous analyserons, c'est Internet. Tout est sur le net, point de suspension et ça change tout. Évidemment que ça change tout. Et on regardera les différentes dimensions qui sont impactées par le net, que sont le commerce, la socialisation, la surveillance, la militarisation, l'intermédiation, etc., etc. Et enfin, le dernier point que nous regarderons en ce qui concerne la rationalisation du monde, c'est les robots et l'intelligence artificielle sont-ils de nouveaux acteurs sociaux? Je vous donne tout de suite la réponse, c'est oui. Mais on verra comment, et on verra sous quelle forme, et on verra avec quelles conséquences. Bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour cette prochaine vidéo sur la rationalisation du monde. Et en attendant, au revoir et à bientôt.